Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires consacrée donc à la direction de centres de langue en période de crise de la Covid-19. Nous sommes absolument très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle série. Cette série, donc je suis donc Paul Alloz, j'ai en charge la démarche qualité au sein du pôle langue française à l'Institut français. Cette série donc organisée par l'Institut français pour vous, pour le réseau. Je serai accompagné aujourd'hui, grâce au soutien de toute l'équipe, par Jérôme Carougeot, de Martin Lafitte et de Frédéric Villaume, qui auront la lourde tâche de répondre à vos questions dans le chat qui s'affiche à droite de votre écran. Aujourd'hui, donc, nous avons un premier webinaire de lancement. L'idée que nous avions, c'est de faire remonter les problématiques au niveau terrain. Donc, webinaire, quelle priorité d'action pour gérer un centre de langue en crise? Les problématiques que nous avons tous en commun aujourd'hui. Je passerai en revue très rapidement la présentation du projet, puisque ces webinaires rentrent dans un cadre précis autour d'une plateforme, la plateforme Weller, à laquelle vous êtes maintenant membre pour la majorité. J'accueillerai bien sûr nos 4 intervenants du jour qui participeront à ce webinaire. Jérôme nous rappellera quelques règles de fonctionnement de Livestorm pour vous permettre de bien communiquer entre vous et avec nous. Nous passerons ensuite aux 4 différentes interventions et nous garderons donc un espace d'une quinzaine de minutes pour dialoguer entre nous par rapport aux questions qui seront soulevées à travers ce chat. Et en guise de conclusion, nous parlerons du prolongement, donc suite à ce webinaire, et Jérôme reviendra autour d'un sondage permettant la bonne organisation des webinaires futurs. En termes de projet, donc ce projet, on l'a voulu pour vous. En fait, donc c'est pas un projet descendant, c'est un projet plutôt collaboratif afin de répondre à la crise traversée par les centres de langue, par l'ensemble des établissements du réseau en Institut français et en Alliance française, avec plusieurs objectifs, l'organisation de ces webinaires, donc à destination du public encadrant que vous êtes. Vous êtes tous en charge de centres de langue de manière directe ou indirecte, soit en fonction de directeur, soit en fonction de charge de mission pédagogique ou en charge tout simplement de cours de langue. De créer, deuxième objectif, un forum d'échange pour le réseau, d'où l'idée de se rejoindre autour de la plateforme Weller pour vous permettre de partager à la fois vos bonnes pratiques, mais aussi des champs d'expertise. Je vais y revenir dans un instant entre les différents encadrants du réseau. Le troisième objectif, c'est de pouvoir construire ensemble et co-construire des outils opérationnels dans une démarche structurante à partir de problématiques identifiées, d'où l'intérêt de ce premier webinaire pour lancer ces problématiques dans le champ aussi divers que la stratégie, la gestion, le marketing, l'offre de cours en ligne, etc. Enfin, la mise en place donc d'une boîte à outils pour tous que vous retrouverez donc sur Weller, votre plateforme d'échange collaboratif. Aujourd'hui, nous avons un format particulier avec 4 interventions, mais lors des prochains webinaires, nous aurons un format avec à chaque fois un expert associé qui viendra donc problématiser une de ces thématiques préidentifiées avec un premier livrable, ainsi que 2 interventions de réseau. Donc, n'hésitez pas à ce titre, nous envoyer vos témoignages. Je profite pour saluer donc nos partenaires traditionnels, que ce soit le CLA, le CAVILAM, France Éducation Internationale et l'Alliance Française Paris Île-de-France, c'est aussi une première, c'est-à-dire dans ce cadre de réseau, de pouvoir, sous la coordination de l'Institut français, pouvoir vous aider dans ce champ-là. Aujourd'hui, donc, webinaire de lancement. L'idée, donc, quelles actions prioritaires pour gérer un centre de langue en situation de crise? L'idée, aujourd'hui, c'est donc de faire remonter les actions prioritaires du terrain. Donc, n'hésitez pas, par rapport aux interventions, à intervenir. Jérôme, Frédéric et Martin s'occuperont également de suivre ces remontées. Nous aurons donc 4 interventions. Nous souhaitions avoir des cadres du réseau, de zones géographiques différentes, de réseaux de petite ou de grande taille, en alliance et en institut français, ce qui permet de faire remonter des problématiques à la fois de petites structures ou de structures beaucoup plus importantes. Nous aurons donc, à la suite de ce webinaire de lancement, un prolongement sur Weller, donc c'est cette plateforme collaborative, afin que vous puissiez échanger autour de ces thématiques lors du forum pour construire
des outils opérationnels. Cet accompagnement en co-construction sera donc assuré par les experts prestataires et coordonné par l'Institut français dans une démarche, je disais, structurante, donc autour de la démarche qualité et à partir de problématiques donc identifiées que nous allons identifier donc ensemble. Voilà. Je termine simplement cette introduction pour vous dire que nous lançons donc un appel afin de mutualiser les outils cadres existants dans le réseau, qu'ils soient en institut ou en alliance française. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous à ce sujet afin d'alimenter notre boîte à outils. Sans plus attendre, je propose d'accueillir donc nos 4 intervenants par ordre d'apparition. Donc, nous avons donc Élodie Winard qui est avec nous. Donc, Élodie, qui est ACPF, directrice des cours à l'Institut français de Chypre. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Nous accueillons également, en espérant que la liaison soit bonne, c'est pas toujours simple avec la Chine, il est tard déjà en Chine, Stéphane Joly, directeur d'Alliance française de Shanghai. Bonjour Stéphane. Donc bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. On te voit très bien, avec toujours un petit décalage d'1 ou 2 secondes, mais ça ira. D'accord. Nous accueillons en 3e intervention Peggy Giordano, qui est coordinatrice générale des Alliances françaises au Brésil et également directrice de l'Alliance française de Rio. Bon dia, Peggy. Bon dia, bonjour à tous. Voilà. Et enfin, Jean-Jacques Pierrat. Jean-Jacques qui est donc COCAC, directeur de l'Institut français de Tel Aviv, Israël. Bonjour Jean-Jacques. J'ouvre le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Très bien, merci. Jérôme, je te laisse rappeler peut-être quelques règles avant de démarrer les interventions et la première intervention d'Élodie. Oui, bonjour. Donc, vous connaissez peut-être déjà cette plateforme de webinaire. Alors, les quelques rappels, c'est que vous pouvez désactiver le son des notifications, la petite cloche voilà, qui doit apparaître au-dessus de moi, parce que sinon il y aura un petit ping à chaque message posté dans le chat. Le chat, c'est cette colonne qui est sur votre droite pour discuter entre vous. Les questions que vous souhaitez poser aux intervenants, réservez-les davantage à l'onglet questions qui est donc à droite du chat. Et c'est plus facile pour nous nous y retrouver. Donc là, c'est vraiment les questions pour les intervenants. Si vous souhaitez répondre à certaines questions, réagir à certaines questions qui ont été posées, faites-le plutôt dans le chat. Pas de sondage aujourd'hui, mais il y aura donc un sondage, comme l'a dit Paul, à la fin sur la plateforme Waller. Donc, on vous invitera à vous connecter sur la plateforme Waller à la fin de ce webinaire. Maintenant, place aux intervenants. Merci. Merci Jérôme. Sans plus attendre, Élodie, nous te laissons la parole pour une première intervention. Donc, tu vas nous dire un peu ce qu'il en est à Chypre et vos besoins. Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis donc Élodie Winard, attachée de coopération pour le français et directrice des cours à l'Institut français de Chypre. Alors, à Chypre, on a un double réseau AF-IF. Avec, à l'Institut français, donc c'est un petit institut avec 8 personnels qui sont en charge de tous les secteurs de la coopération éducative, linguistique, mais également donc du bon fonctionnement de l'Institut français dans tous ces domaines d'intervention. C'est 400 élèves inscrits chaque année, dont une grande majorité d'adolescents, avec 70%, donc un public jeune. Et c'est tous les ans 1600 candidats aux certifications. On a 2 alliances françaises qui maillent le territoire chypriote, donc l'Alliance française de Limassol, qui est une alliance qui, en temps normal, a normalement plus d'1 centaine d'apprenants dans une ville qui est économiquement très dynamique avec une grande présence de Russes. Et qui a connu donc ces dernières années des difficultés de différents ordres qui font qu'elle était déjà fragilisée avant la crise du Covid. Et une dernière alliance française à Paphos qui est également fragilisée par l'absence de direction et qui est menée donc par une enseignante. Donc voilà pour un petit tableau de notre réseau chypriote.
Et donc, face à ces difficultés et face à la nécessité que l'on sentait de mener des changements en fait dans ce réseau de manière à ce qu'il maille mieux le territoire et qu'il dynamise bien la coopération en termes linguistiques et aussi culturels, on a répondu à l'appel à candidature Démarche Qualité en janvier. Et donc, on a eu la chance, dans ce cadre, d'avoir une mission Démarche Qualité qui a été réalisée en janvier 2020, donc par Paul Laloze de l'Institut français, donc en charge de la démarche qualité, par Laurence Lalatonne de la Fondation Alliance française, et également par donc un expert associé France Éducation Internationale, Marc Sarrazin. Et donc, ça nous a vraiment permis de repartir à la fois avec des préconisations pour conduire le changement à l'Institut français et dans l'ensemble du réseau, mais également avec une mise en avant des atouts dont on disposait, c'est très important, et vraiment ce regard extérieur sur la manière dont on travaillait et dont on travaille est vraiment très, très appréciable. Malheureusement, donc, la mise en œuvre du Covid a été bien freinée ou en tout cas retardée d'une certaine manière par la crise du Covid, qui néanmoins a permis n'a pas touché Chypre de manière très forte, puisqu'on a eu seulement 990 cas à ce jour, et donc là on est en phase de déconfinement progressif, puisque l'Institut français, donc, qui a fermé au public le 25 mars, a rouvert ses portes le 5 mai, et l'équipe a repris en présentiel le 25 mai. Donc, la question ce que je voudrais aborder maintenant, c'est la manière dont le Covid a finalement, pour certains processus de la démarche qualité, fait office d'accélérateur dans la conduite du changement. Donc ça, c'est le cas, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, dans le secteur des cours, puisque on a été contraint de passer très rapidement à des cours 100% à distance. Alors chez nous, le passage s'est fait très rapidement, avec une très grande réactivité des enseignants et, je dirais, une très grande bienveillance de la part de notre public adolescent et de la part des parents, qui se sont vraiment pris au jeu très rapidement, et on a eu très peu d'abandon et une grande satisfaction, puisqu'on a fait un questionnaire de satisfaction et 98% de nos apprenants étaient satisfaits donc de la manière dont les cours à distance se déroulent. Là, on a relancé une session à distance pour l'été qui semble bien fonctionner. On a quasiment autant d'inscrits que l'été dernier sur notre session en présentiel. Donc, je dirais pour nous, pour le moment, pour ça, c'est plutôt positif. On a pu voir en fait que l'on avait été assez réactif au niveau de la communication, et ça aussi, ça a été quelque chose que l'on a finalement découvert avec le Covid, cette faculté que pouvait avoir l'équipe de s'adapter très rapidement. Et ça a été également l'occasion, cette crise du Covid, de changer certaines pratiques et de moderniser la manière dont on travaillait et de répondre finalement mieux aux attentes et aux besoins du public. Alors, c'est le cas, par exemple, au niveau des modalités de paiement. À Chypre, les paiements par virement bancaire ou par espèce étaient de mise jusqu'à présent. Et donc, on a mis en place, durant la crise Covid, un paiement en ligne, et on voit que ça marche bien. On s'était également doté en janvier, avant la crise, d'un logiciel de gestion de cours, et on a pu voir à quel point ça nous était utile en contexte de crise, finalement. Donc voilà, au niveau des cours, ce qu'on a pu mettre en œuvre. Au niveau des examens, qui sont la plus grosse source de financement de l'Institut français, on a mis en œuvre des épreuves d'entraînement dès qu'on a pu, c'est-à-dire il y a 2 semaines maintenant. Et on a une session donc d'examen qui sera en place le week-end à venir, donc pour les B2C1, pour permettre aux étudiants de poser leur candidature dans les universités françaises. Et là encore, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait réussi à bien communiquer, on avait réussi à rassurer également à la fois les élèves, les parents, les équipes, les examinateurs. Donc on vraiment, je dirais que sur ces processus-là, les examens et les cours, on a vraiment pu mettre en œuvre, je dirais très très rapidement, certains processus de la démarche qualité.
Néanmoins, pour un petit institut comme le nôtre, et en lien toujours avec le processus démarche qualité, on a des questions et des interrogations autour de la bonne mise en œuvre de ce processus. Alors, à plusieurs égards, à Chypre, donc, on a tout d'abord des questions d'ordre géopolitique, puisque l'île de Chypre est coupée en deux avec, à l'heure actuelle, de grandes difficultés donc, à traverser les checkpoints pour aller dans la partie nord de l'île, et donc où on a normalement un lieu de passation, donc Delphes. Donc voilà, on se demande comment les sessions Delphes pourront avoir lieu là-bas si les checkpoints restent fermés, ou en tout cas voilà, si on n'arrive pas à avoir une vraie ouverture des checkpoints. On fait également face à des questionnements en matière de ressources humaines, puisque on est donc, comme je l'ai dit, une petite structure, une petite équipe. Et c'est vrai que si on doit passer au cours à distance et structurer ou bien un passage 100% à distance ou bien une hybridation, eh bien se pose chez nous la question des ressources humaines. Qui peut assurer cet accompagnement technologique vers ce passage au cours en ligne. Et enfin, on a également des questions qu'à mon avis, vous partagez pour beaucoup d'entre vous, petites ou grandes structures d'ordre pédagogique. En fait, effectivement, comment, quel contenu on fait passer en ligne, quelles interactions on privilégie avec les apprenants, comment on évalue en tant que directeur des cours, voilà quelles sont les bonnes pratiques virtuelles. Voilà, donc tout un faisceau de questionnements autour de la pédagogie. Et au niveau de la pédagogie et de la stratégie des cours, la démarche qualité nous a également préconisé donc une étude de marché, et donc ça rejoint voilà à la fois les problématiques RH et stratégiques, à savoir comment est-ce qu'on met en œuvre cette démarche qualité lorsqu'on est cette étude de marché. Voilà, c'est ce que je voulais dire quand on a une petite structure comme la nôtre. Et enfin, des problèmes stratégiques, je dirais, et éthiques qui ont été soulevés dans le forum et qui sont des questionnements que je rejoins, à savoir, voilà, on est à Chypre un réseau de 3 institutions. Comment on fait pour ne pas se faire de la concurrence lorsque l'on tente tous de proposer des cours à distance? Donc, d'où une conclusion à mon propos qui est plutôt un appel, et qui rejoint ce que Paul a pu dire en introduction, un appel à une mutualisation de bonnes pratiques, et un appel peut-être à une co-construction de ressources qui pourraient servir à des structures petites et moyennes comme les nôtres. Alors, pour donner quelques exemples, voilà, je me pose la question peut-être de la mise à disposition d'une étude de marché type, de kit communication. Alors là, le kit communication de l'IF Paris, on l'a pour notre part utilisé pour promouvoir nos cours à distance, et il nous a été d'un grand secours. Mais ça peut être également, voilà, quel vadémécum pour les enseignants, quelles ressources pour les directions de cours. Donc voilà pour mon intervention et pour les questionnements que je souhaitais aborder avec vous. Merci beaucoup, Élodie, pour ton intervention. L'exercice n'est pas simple, tu l'as très bien réalisé en un temps record. Tu verras dans le chat, il y a plusieurs questions qui te sont destinées, notamment le type de logiciel que tu utilises. Donc, je te laisse répondre effectivement à ces questions. On regroupera l'ensemble des questions clés en fin de présentation. Donc, on a bien retenu que tu poses un certain nombre d'interrogations, et c'est bien naturel, de mise en place comme la professionnalisation, de contenu hybride, le souci en termes de concurrence, et puis pour les petites, moyennes, voire pour les grosses structures, l'aspect de mutualisation, on y reviendra forcément, sachant que l'idée aussi derrière cette plateforme, c'est justement de pouvoir mutualiser le travail, comme je l'ai indiqué en introduction.
Bien, nous sommes actuellement 129 présents, 129 encadrants du réseau présents, et c'est une très bonne chose de voir la réactivité du réseau par rapport au travail que nous allons engager ensemble. Sans plus attendre, je vais appeler Stéphane. Donc Stéphane, directeur d'Alliance française de Shanghai. Stéphane, c'est à toi, si la connexion est toujours parfaite. Voilà. Pour l'instant, voilà, tu enlèves ton micro, tu peux mettre ta vidéo. Voilà. Vas-y. Donc, vous m'entendez? Donc, je suis donc Stéphane Joly, le directeur de l'Alliance française de Shanghai, et je vous remercie de cette invitation. Et donc, on va démarrer tout de suite la présentation. Donc, mon propos va s'organiser en 4 points. Les 3 premiers pour poser le décor et le dernier pour tirer les premiers enseignements et besoins de cette période. Alors, tout d'abord, l'Alliance française ou Shanghai a été touchée par la crise de la Covid-19 au début, tout moins pour l'avance, au début de ses congés annuels. Donc, on s'est retrouvé avec des inscriptions suspendues à la moitié de leur parcours, des équipes réparties sur tout le territoire et à l'étranger. Nous avons encore aujourd'hui 8 enseignants bloqués hors de Chine. Nous ne disposions pas encore à cette époque d'expérience en enseignement en ligne, ni de structure. Et également, le passage en ligne allait nous imposer une perte de 30% de notre capacité d'enseignement, puisque nos professeurs vacataires, pour des problèmes de légalité, ne pouvaient pas enseigner en ligne, et imposer, comme certainement à tous, 40% de perte de capacité d'accueil, avec un passage de 20 apprenants par classe à 12. Alors, dans ces conditions, pour nous, la crise ne peut pas être un simple passage en ligne de notre offre traditionnelle, ça ne faisait pas sens, et même représenter, à notre avis, un risque réel en termes de qualité et d'image. Aussi, les enjeux étaient d'occuper le terrain, protéger et de renforcer notre image, transformer des pertes inéluctables en investissements pour l'avenir. Aussi, on a défini un plan en 4 axes prioritaires: innovation, renforcement de compétences, accompagnement de nos apprenants et conquête de nouveaux publics. Sur cette base, nous avons élaboré un plan d'action qui s'est articulé autour de 3 points. Le premier, la conquête de nouveaux marchés, celui des cours en ligne, avec des offres spécialement conçues pour l'enseignement en ligne et qui se sont concentrés pour un premier temps simplement sur les cours débutants, avec l'objectif de les poursuivre ensuite, de les faire perdurer en ligne et de monter à chaque session de niveau. D'autre part, nous avons passé en ligne notre offre de 20 heures par semaine afin de continuer à accompagner les projets d'études et les professionnels qui s'inscrivaient régulièrement dans ces offres. D'autre part, nous avons décidé de travailler sur l'accompagnement de nos apprenants avec une offre de cours spécifiques et thématiques sous la forme de modules de 12 heures et d'ateliers gratuits de 1h30. Ces 2 produits avaient pour objectif de permettre de garder le contact de permettre d'offrir à nos apprenants de garder le contact avec le français et aussi de leur permettre de faire leur premier pas en ligne. D'autre part, on avait un peu l'idée à travers ces 2 produits, de toucher des nouveaux publics, mais également de permettre à nos enseignants de faire leur premier pas en ligne et aussi de pouvoir expérimenter sur des produits très courts, donc beaucoup moins risqués. Donc, la crise nous a touchés à des moments différents de notre programmation de cours, d'une alliance à l'autre. Nous avons aussi à faire face à des problématiques qui sont certainement très différentes. Néanmoins, je pense que nous avons tous eu, en termes de management, à faire des choix, à développer des stratégies et des plans d'action. Et je crois que là, nous avons acquis une expérience qui est extrêmement riche et qui représente un grand intérêt au niveau de la mutualisation. Donc, il me semble important d'analyser ce que l'on a fait, les choix et leur impact sur le court, le moyen et le long terme. Donc, c'est un peu cet angle que j'ai choisi pour cette présentation.
Donc, actuellement, à ce jour, hein, on vient de lancer aujourd'hui la communication pour notre troisième session, mais nous avons eu une première session qui a donc été la session un peu de la Covid-19 avec les offres dont j'ai parlé précédemment. Nous avons ensuite, malheureusement, eu à continuer en ligne puisque les conditions n'étaient pas réunies pour que l'on puisse reprendre en présentiel. Donc, la deuxième session s'est faite également en ligne avec le passage de la totalité de notre offre traditionnelle, mais par contre s'appuyant sur toute l'expérience qu'on a pu acquérir durant la première session. Et là, on va passer sur la troisième session qui va nous permettre de reprendre le présentiel et donc une session qui se décompose de façon à peu près équilibrée d'offres en ligne et d'offres en présentiel. Alors, pour être honnête, en ligne, on a poussé un petit peu puisqu'on a encore 8 enseignants à l'étranger et donc qui ne peuvent actuellement travailler qu'en ligne, hein, et les retours en Chine sont compliqués. La première session a atteint son objectif prioritaire qui était d'occuper le terrain avec 1000 apprenants différents accueillis. Ce sont aussi 340 cours qui ont été proposés et 3300 inscriptions, pour vous donner un peu l'idée du volume, avec les ateliers qui ont occupé une part essentielle, hein, 72% des apprenants différents. Alors, plusieurs enseignements. Le premier enseignement tiré nous a un petit peu surpris. On s'attendait à ce que ces offres soient très sollicitées par nos apprenants, des apprenants qui nous suivaient. Or, en fait, le profil des apprenants était totalement différent et même opposé. La session 5, qui représente à peu près les sessions de 2019, on avait 60% des apprenants qui étaient dans la continuité de leur parcours, c'est-à-dire qui étaient présents la session précédente, et donc en continuité. Et seulement 29% de nouveaux, alors que là, nous avons eu 63% de nouveaux et seulement 23% de personnes en continuité. Ce qui ne surprend pas d'un côté, puisque les retours que nous avions pu avoir de nos apprenants, c'était que oui, on attend, on verra, on reprendra en présentiel. Donc voilà, peut-être que c'est l'effet. Et on s'est aperçu que la session 2 a repris l'ordre logique, 64% de personnes qui étaient en continuité et 28% de nouveaux. Ça, c'est le premier enseignement. Le second enseignement porte sur la capacité des modules et des ateliers à faire revenir des apprenants. Et l'enquête, l'étude qu'on a menée touche les apprenants depuis 2006. Donc, on a fait revenir beaucoup d'apprenants, 15 à 18%, ce qui est plus élevé que les 11% qui étaient déjà pas trop mauvais en fin d'année dernière. D'autre part, le troisième enseignement est que la forte attractivité que représentent les ateliers pour toucher de nouveaux publics, avec 61% des inscrits. Et en plus, sur ces 61%, on s'est aperçu que 9,5% se sont inscrits en session 2, ce qui représente un taux de transformation extrêmement intéressant, sachant qu'en plus, ce ne sont pas des nouveaux apprenants, mais des personnes qui ont déjà un niveau de français. Donc, ça a été un enseignement extrêmement intéressant et dont je reparlerai un peu plus tard. Concernant nos offres classiques, pour revenir un petit peu plus dans le détail, tout d'abord, 2 constats. Le premier concerne la répartition des cours dans la semaine. On s'est aperçu en fait que les apprenants se sont dirigés beaucoup plus rapidement vers ces offres en semaine qu'ils ne le font normalement en présentiel. Et pour nous, c'est un enseignement extrêmement intéressant puisque l'Alliance française de Shanghai a le problème que les cours se concentrent énormément le samedi et le dimanche et beaucoup moins en semaine. Donc, les cours en ligne, visiblement, pourraient apporter une réponse à ce déséquilibre et donc nous permettre, dans un avenir à court terme ou moyen terme, de renforcer nos équipes de permanents. Donc ça, c'est un premier enseignement. Le deuxième constat, c'est l'origine des publics. Alors qu'on passait en ligne, on aurait pu imaginer qu'on allait toucher des gens d'un petit peu partout. Or, en fait,
que l'on croise dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on se concentre que sur les tout nouveaux apprenants qui sont donc ceux qui se sont positionnés que sur le produit en ligne ou sur la totalité des apprenants qui comprend ceux qui étaient déjà inscrits avant à l'Alliance française. On est à 88-89% de personnes qui viennent de Shanghai, 11% de provinces, principalement les provinces proches de Shanghai. Et en fait, quand on regarde la provenance l'origine de ces personnes-là, on s'aperçoit que sur ces 11%, 23% ont été plutôt déjà des apprenants de l'Alliance française. Pareil pour l'étranger. Les gens qui sont revenus de l'étranger, généralement, ce sont des anciens apprenants de l'Alliance française ou des gens qui ont un lien avec Shanghai. Et je crois que ça a été croisé avec des collègues dans d'autres structures. Ensuite, le passage en ligne des offres nous a aussi imposé des évolutions et entraîné de nouveaux besoins. Alors, dans le domaine de la relation client, principalement, certainement, alors, ce que l'on a constaté, c'est que la création de la boutique en ligne qu'on a faite a révélé un comportement d'achat des cours qui est pas celui qu'on pouvait attendre, puisqu'il se rapproche beaucoup plus du comportement d'achat en ligne classique et avec une fluidité, une rapidité des parcours d'achat qui est assez étonnante. Et c'est vrai que ça a été accentué par le fait que l'on a mis en place des ateliers de 1h30 et donc on en a vendu chaque semaine. On mettait en vente des ateliers et ils sont partis très vite, mais tous les produits sont partis toujours très vite puisque les campagnes de communication étaient très courtes en raison de la crise et l'impossibilité de préparer sur le long terme. Ensuite, on a été aussi amené à repenser nos tests en ligne puisqu'il était hors de question de faire autrement. Et donc, on a développé un test en ligne qui se devait être simple, efficace et gratuit. Et on s'est aperçu que ce test fonctionne très bien. Et on n'a pas eu, sur la session 2, de surprise de niveau ou de problème de niveau dans les classes. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça a bousculé beaucoup de pratiques qui étaient bien ancrées sur ces tests. Ensuite, les fonctions d'accueil ont beaucoup évolué, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui a été intéressant, c'est les collaborations croisées avec les autres pôles. Tout se passe en ligne, donc en fait, les personnes posent des questions, des dialogues démarrent et peuvent être poursuivis par des personnels ensuite du pôle pédagogique pour apporter des éléments plus précis. Donc ça a été intéressant. Enfin, autre évolution, autre secteur d'évolution, ça a été tout ce qui touche l'identité visuelle et l'identité pédagogique. Alors, je les ai regroupés, bien sûr, ça touche beaucoup plus de choses, mais ce sont les questions qui sont posées. L'identité visuelle, j'ai volontairement utilisé aujourd'hui la matrice des PPT que l'on utilise dans les cours de langue pour vous montrer. Ça, c'est un peu le résultat du travail qui a été mené, même si je l'ai dévoyé pour cette présentation. Au niveau de l'identité pédagogique, c'est comment continuer à faire une pédagogie actionnelle en ligne et comment garder notre identité tout en étant sur un autre format. Donc, voilà les questions qui se sont posées à nous. Concernant les ateliers et les modules, notre expérience a mis en lumière plusieurs points. D'abord, leur intérêt en tant qu'outil marketing, mais également en tant qu'outil pour arriver à garder ou à faire revenir nos alumni. Et ça, c'est deux choses, je crois, sur lesquelles on aura à continuer à travailler, même si pour les alumni, on avait déjà beaucoup d'actions, et entre autres les actions, le programme culturel. Mais je pense que là, on a touché par notre cœur de métier, par la langue, les alumni qui sont revenus pour des petits ateliers, pour des temps très courts. Et je pense que ça, c'est un enseignement important. Et leur utilisation en termes d'outils marketing, là, par contre, je crois que c'est à creuser. Quand on voit les taux de transformation, on peut se dire qu'il y a une réflexion à mener sur cet outil-là. De l'autre côté, tout l'apport que ça a pu avoir au niveau de l'accompagnement de nos apprenants. Et on a eu un constat qu'on trouve particulièrement intéressant. Alors que les ateliers n'étaient pas du tout prévus pour ça, 15,5% des inscrits dans les offres classiques à la session 1 ont suivi un atelier, en plus de leur cours. Et
pas seulement un, mais puisque 41% d'entre eux en ont suivi de 2 à 5 et même 16% en ont suivi plus de 5. Donc ça, c'est assez intéressant à voir et ça témoigne, s'il le fallait, de l'intérêt pour les personnes d'avoir d'autres produits en complément de leurs cours. Donc c'est un travail sur lequel il faudra une piste sur laquelle il faudra que l'on se penche. L'accompagnement des apprenants, j'en ai pas parlé ici, mais il y a d'autres choses. Il y a l'asynchrone aussi qui s'est mis en place sur lequel on a commencé à travailler, qui sera aussi une chose à prendre en compte. Et donc, je pense que dans l'avenir, on va vers l'introduction en plus des cours, par exemple en présentiel, de parties en ligne, de parties asynchrone, etc. Et toute cette articulation-là devra certainement faire l'objet de nos réflexions. Donc, pour conclure, je dirais que malgré les pertes financières, nous avons un peu le sentiment de sortir de cette crise renforcée. Non seulement nous avons beaucoup appris de nos expériences, on s'est doté d'outils nouveaux, alors plateforme d'enseignement en ligne, plateforme asynchrone, boutique de vente en ligne. Et en Chine, c'est important et c'était pas gagné puisqu'on n'arrivait pas depuis des années à passer la vente de nos cours en ligne. Et également, c'est un aspect qui me paraît extrêmement important, on a fédéré nos équipes autour d'un projet. Il y a eu énormément d'échanges, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de choses très, très fortes qui se sont passées. Donc ça, c'est aussi un élément important. On a formé nos professeurs à l'enseignement en ligne. On a acquis de nouvelles expertises. Donc, je pense que c'est important. On parle du cours en ligne, on parle de beaucoup de choses en ligne. C'est aussi un outil qui peut être utilisé, qui peut permettre de se réunir beaucoup plus facilement avec nos équipes. Donc, il est encore utilisé alors qu'on pourrait se rencontrer en présentiel. Ça évite des transports, ça permet d'être plus souple et avec les créneaux horaires des enseignants, pouvoir quand même se rencontrer. En termes de besoins, eh bien, je relèverai ce qui a déjà été dit. Oui, on a besoin d'échanger, on a besoin de mutualiser sur ces expériences. Je pense qu'il est intéressant de voir aussi les impacts des choix que l'on a pu faire sur le court, le moyen et le long terme, parce que c'est de cela qu'on arrivera à apprendre et à apprendre. Je pourrais citer un exemple. Aujourd'hui, on va reprendre donc en présentiel. La grande question, c'est de savoir combien de personnes vont en fait faire le choix, dans ceux qui étaient nos étudiants en présentiel, vont faire le choix de rester quand même en ligne parce qu'en fait, c'est plus simple, il y a moins de déplacements, puis ça ne se passe pas si mal que ça et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, et je crois que ça, c'est une question qui se pose pour beaucoup, dans beaucoup d'autres alliances ou instituts français. Donc voilà, ça, ce sont des points sur lesquels on peut mutualiser. Et enfin, pour terminer, les 3 piliers de notre action à venir, ce sera de façon évidente le présentiel, le distanciel et l'asynchrone, et l'articulation entre cela. Donc, je crois que tous les outils, toutes les mutualisations sur ces domaines-là seront importantes. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane, pour ton intervention qui complète la première intervention d'Élodie. On a bien visualisé les priorités d'action que tu as essayé que tu mets en œuvre en fait pour ton alliance française qui se rapproche des actions préconisées par la démarche qualité. On relève un effort particulier en termes de marketing. D'ailleurs, tu suivras dans l'onglet questions du chat beaucoup de questions qui te sont posées. Donc, tu n'hésites pas à y répondre, bien évidemment, autour de quelle plateforme tu utilises. La gestion d'inscription, peut-elle se faire depuis l'étranger? Sur les tests en ligne aussi, de quelle manière tu as pu mettre en place cet outil-là? Donc, beaucoup d'exemples, effectivement, qui viennent illustrer nos propos. Et donc, nous allons relayer, en tous les cas, approfondir ensemble à travers les différents webinaires qui vont suivre. Bien, nous continuons intervention et nous accueillons donc Peggy Giordano, donc coordinatrice générale des Alliances françaises au Brésil, directrice des Alliances françaises de Rio. Peggy, c'est à toi.
Rebonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc Peggy Giordano, déléguée générale des Alliances françaises au Brésil, directrice générale de l'Alliance française de Rio. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du réseau des Alliances françaises au Brésil. C'est un vaste réseau, dynamique et solidaire aujourd'hui, malgré les circonstances. Donc, ce sont 34 alliances françaises, 60 implantations, donc il y a vraiment une bonne représentativité sur l'ensemble du territoire brésilien. Le réseau brésilien a 135 ans d'existence cette année, donc il bénéficie d'une longévité. Et donc, nous avons la présence d'une délégation générale avec 3 agents dédiés. Également une ABRAF, une association brésilienne des alliances françaises, donc portée plutôt par les présidents des comités. Au niveau des chiffres clés, pour 2019, donc on avait 22 000 apprenants, 37 000 inscriptions, un peu plus d'1 700 000 heures de cours vendus. À ce jour, donc nous sommes toujours en confinement. Les alliances françaises sont passées en télétravail depuis la mi-mars. On est en plein pic de la crise de la Covid. C'est une ascension qui continue malheureusement. On a plus d'1 106 000 cas confirmés, 51 000 décès et encore 21 000 nouveaux cas donc ces dernières 24 heures. Je passe la slide suivante. Ce que je voulais vraiment mentionner, en fait, c'est que le Brésil, ici, notre réseau faisait déjà face à un contexte de crise. Et donc, on est face à une sédimentation de crise, puisqu'on avait déjà une crise politique, une crise économique et morale, une crise des institutions, des contraintes budgétaires, plutôt une chute des effectifs. On a vu arriver vraiment une concurrence assez agressive et donc une perte de visibilité de la marque Alliance française et puis quand même une érosion au fur et à mesure de ces années de l'image du français, de son apprentissage. Donc en fait, la crise de la Covid, elle est venue accentuer un contexte qui était quand même déjà hostile au Brésil, mais en ajoutant un caractère d'urgence et donc un besoin d'effectivité sur du court et du moyen terme. Heureusement, donc, grâce à une stratégie que je vais vous exposer, à la stratégie qu'on avait développée déjà en amont dans ce contexte, on a pu passer donc à partir de la mi-mars à une offre de cours à distance. Et cela, ça a été possible donc pour toutes les alliances, les 34 alliances françaises du réseau, ce qui nous a permis quand même d'éviter une évasion massive des élèves et de garantir des recettes dans un premier temps. En mentionnant que nous, la crise de la Covid est arrivée une quinzaine de jours après la rentrée pour notre premier semestre 2020. Voilà, donc en fait, cette crise, elle a un peu accéléré les processus que nous avions initiés, les problématiques et les solutions que nous tentions déjà d'apporter au niveau de la délégation générale, à savoir donc les 3 axes prioritaires qui sont de fédérer, de professionnaliser le réseau, d'inscrire l'offre de cours dans une démarche innovante et de mettre en place une stratégie marketing à l'échelle nationale. Fédérer et professionnaliser le réseau, donc c'était vraiment créer une dynamique de réseau, renforcer l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance. Donc tout d'abord, en fait, on a créé un découpage en 5 pôles. Le Brésil, c'est 17 fois la France, donc c'est un territoire très vaste, avec des logiques territoriales. Et donc, on a créé 5 pôles pour que les alliances donc, puissent vraiment travailler ensemble à l'échelle régionale et justement pour pouvoir mutualiser des ressources, développer des projets en commun et déjà organiser des réunions de travail. Ce qui a été aussi important pour créer cette dynamique, ça a été vraiment de créer des grands rendez-vous avec des réunions, donc 2 fois dans l'année, aussi bien des directeurs, 1 fois par an pour les coordinateurs pédagogiques, des réunions justement de pôle, les réunions de cette association brésilienne, et puis aussi l'organisation d'événements communs. Et donc, je citerai le dernier événement qu'on a pu organiser avec l'Alliance française de São Paulo, qui était le colloque, le fameux colloque, donc en partenariat exceptionnellement cette année, donc avec la délégation, la maison d'édition Maison des Langues et différents acteurs donc de la francophonie. On a aussi mis en place beaucoup de formations, donc bien sûr en lien avec la démarche qualité,
pour engager les alliances françaises et leurs équipes dans une démarche de professionnalisation. Par ailleurs, on a aussi mis en place des groupes de travail et de réflexion à l'échelle toujours du réseau et donc sur 2 thématiques actuellement, donc sur une portant sur l'offre numérique et l'autre sur la communication avec les réseaux sociaux. Bien sûr, c'est important d'associer la gouvernance. On a aussi mis en place des actions en direction des présidents, des comités pour donc notamment se former. Et puis aussi le développement d'outils communs, ça c'est essentiel pour mutualiser nos ressources et aussi pour pouvoir mener parfois des négociations collectives auprès de fournisseurs. Donc ensuite, la deuxième axe principal, c'était d'inscrire l'offre de cours dans une démarche innovante, avec comme objectif d'enrayer la perte des effectifs, d'être compétitif, de capter de nouveaux publics, dont un public jeune, et de renouveler l'image du français et de son apprentissage. Donc, ce qu'on a mis en place, tout d'abord, c'était le choix d'une méthode collective, donc le renouvellement. Le Brésil, toutes les alliances françaises ont la même méthode. Donc, ça, c'est très important justement pour mutualiser les ressources et avoir ce sentiment d'appartenance à un réseau. On en a profité pour revoir aussi le rythme d'apprentissage, les découpages. Parallèlement, donc depuis janvier 2020, on a mis en place une plateforme, créé et mis en place une plateforme Espace Virtuel Alliance Française, donc en partenariat avec la maison d'édition Maison des Langues et aussi Learning Vibe. On a pu développer l'offre de cours numériques. Donc, on avait déjà un cours 100% en ligne, mais qu'on a revisité pour qu'il soit accessible sur des supports mobiles. Donc, on est passé en marche, on va dire, accélérée aux classes virtuelles. Donc, le développement de parcours hybrides, la mise à disposition de ressources numériques complémentaires, comme les experts pour les enseignants. On a aussi eu un programme pilote avec TV5 Monde. Et bientôt, on proposera donc Fantastique. On a aussi développé les programmes FOSS-FOU. Nous, on a par exemple le français militaire. Et puis aussi, on a une demande par rapport à Campus France pour essayer de développer un programme, un cursus de cours pour les étudiants qui vont partir en France dans le cadre de la mobilité. Sinon, bien sûr, ce qui est très important, c'est la formation des équipes pédagogiques. Donc là, on a plusieurs modules de cours de formation, notamment donner des cours en ligne avec le Cavilam et un suivi donc vraiment très actif de toutes les équipes. L'autre axe principal mis en place par la délégation, c'était la mise en œuvre d'une stratégie marketing à l'échelle nationale également, afin justement d'améliorer et de valoriser la marque Alliance Française. Donc là, on vient de lancer récemment une étude de marché portant sur l'enseignement numérique. Donc cette étude de marché, elle est réalisée par Business France, avec qui on a justement un partenariat et des échanges, afin justement de pouvoir avoir une analyse de la concurrence, des fournisseurs, de la clientèle, des contextes législatifs, technologiques, culturels, sociaux, pour qu'on puisse cerner exactement quel est le marché de l'offre numérique au Brésil, aussi bien pour l'enseignement du français que des langues en général. Ce qu'on a mis aussi, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un plan de communication social média, donc ça avec Learning Vibe, puisque l'idée, c'est vraiment de développer une stratégie média à l'échelle nationale, avec notamment la création d'un vademecum et puis la création de contenus et de publications donc pour pouvoir gérer des campagnes au niveau national. On a mis également à partir de l'année dernière une nouvelle identité visuelle nationale donc que les alliances ont pu s'emparer et donc développer aussi à l'échelle locale. Voilà, donc en fait, on travaille vraiment dans un partage de contenu. Pour les campagnes nationales, on a créé des vidéos institutionnelles, dont par exemple une vidéo pour les certifications pour le DELF Prime, DELF Junior. Voilà, ou également aussi dans le domaine du culturel, je ne l'aborderai pas ici parce que le temps est compté, mais il y a aussi une action commune qui est développée, et là notamment des capsules culturelles qui ont été mises en ligne donc dans le cadre de la Covid-19. Et puis aussi une infolettre donc, qui permet d'avoir vraiment une vision de tout ce qui est fait dans ce grand réseau et dynamique.
Donc, en fait, les défis à venir, c'est un petit peu pour nous, c'est quid du retour en présentiel, c'est-à-dire que on est loin d'être sorti du confinement. Hein. Apparemment, hier, on avait des nouvelles comme quoi ça ne reprendrait pas les cours avant fin août, début septembre. Bon, c'est encore très confus. Hein. Il y a une grande confusion au niveau politique, donc on attend de voir vraiment ce qui va. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en confinement et c'est vrai que le retour en présentiel, pour nous, on se pose vraiment beaucoup de questions parce qu'il y a une lourdeur du protocole sanitaire. Nous, par exemple, on a des espaces dans la majorité des alliances qui ne seraient pas suffisants pour justement pouvoir respecter ces protocoles. On a quand même une résistance des professeurs pour revenir dans ces conditions. Donc, c'est vraiment la question de l'articulation aujourd'hui entre une offre pour l'offre pédagogique entre le présentiel, le distanciel, mais tout en maintenant donc une cohérence et la qualité de l'enseignement. Donc, c'est aussi, bien sûr, la qualité, ça passe par la formation aussi des équipes à toutes ces nouvelles modalités d'enseignement. Ce qui est intéressant, par exemple, à l'Alliance française de Rio, c'est dans le cadre donc d'une enquête de satisfaction qu'on vient de mener, environ 40% de nos élèves quand même souhaiteraient continuer à distance. Hein. Et la majorité, on va dire à plus de 90%, est vraiment satisfait donc, de cette offre à distance. Donc ça repose vraiment la question de notre offre de cours. Voilà, pour nous, l'enjeu, ça va être le retour du deuxième semestre, des inscriptions. On va voir comment ça se passe, justement, avec toujours ces incertitudes entre le présentiel et le distanciel. Au niveau des besoins et de ce qu'on est en train donc, de développer, au-delà donc, de ce dont j'ai déjà parlé, donc c'est vrai qu'on est en train de développer des parcours hybrides, hybrides synchrones, asynchrones. Donc ça, on a vraiment aussi un besoin de scénarisation de contenu pédagogique. Ce qui s'est avéré aussi très important dans ce contexte à distance, c'est d'avoir des systèmes de gestion en ligne performants, comme les outils de paiement en ligne, les marketplaces, d'avoir aussi des outils d'analyse plus performants au niveau de la gestion, du suivi de la clientèle, de pouvoir avoir des statistiques en temps réel. Se pose aussi pour nous la question, si on n'arrive pas à revenir en présentiel, des certifications à distance. Hein. Pour nous, c'est quand même une perte de recettes très importante, en tout cas qui a un impact pour nos finances dans cette crise. Et puis, bien sûr, au-delà des moyens humains, de tout ce qu'on peut faire, là, les moyens financiers sont importants. Si on a pu développer quand même toutes ces actions, ça a été grâce à notamment une enveloppe exceptionnelle. Donc, les moyens financiers sont quand même important pour tout cela. Voilà, donc effectivement, c'est important de mutualiser les bonnes pratiques et de construire des ressources. Voilà, puisque je pense qu'on a vraiment des problématiques en commun et on gagnerait du temps, de l'argent et à vraiment partager. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup Peggy pour cette présentation sur la situation au Brésil. Nous retiendrons cette démarche innovante d'offre de cours. D'ailleurs, ça pose la question, et vous le posez dans le chat, d'élaboration de parcours hybrides. C'est visiblement une préoccupation. Peggy, tu retrouveras également dans l'ensemble des questions qui sont posées, je te laisse répondre sur notamment autour de l'étude de marché que tu mentionnais et au fait que tu aies pu faire appel à Business France. C'est une initiative intéressante, voir éventuellement comment ça pourrait être reproduit. Voilà. Je profite, avant de laisser la parole à Jean-Jacques, pour vous signaler que à l'issue de ce webinaire, donc, nous continuerons et surtout, vous pourrez continuer à dialoguer au sein de la plateforme. Elle est faite pour ça. Donc, les premiers échanges que vous avez, les premières questions que vous posez, bien sûr, nous continuerons à suivre tout cela ensemble. Jusqu'à maintenant, on a très clairement deux problématiques soulevées il y a beaucoup de questions autour de logiciels, de gestion de cours, même de gestion en ligne, pour reprendre les propos de Peggy, qui pose sur un éventuel CRM.
nous aurons peut-être l'occasion d'avoir des interventions à ce niveau-là dans les semaines qui viennent, et aussi donc d'outils autour du marketing plus efficaces en période de crise. Voilà. Jean-Jacques, je te laisse la parole donc, pour ton intervention. Donc, quatrième et dernière intervention aujourd'hui du webinaire. C'est à toi, Jean-Jacques. Merci beaucoup, Paul. Bonjour à tous. Merci infiniment, Paul, d'avoir eu cette initiative et merci à toute ton équipe pour avoir organisé ce webinaire sur une question qui est vraiment cruciale, c'est clair. Donc, je suis Jean-Jacques Pierrat, donc je suis COCAC et directeur de l'Institut français d'Israël. Les cours de français, ce secteur-là est un secteur extrêmement important. Et pour l'Institut français, c'est un secteur évidemment important sur le plan financier, bien sûr, mais également en termes stratégiques. Et j'ai rappelé là les 4 axes de notre plan d'action 2020-2023. Donc, le premier axe, c'est évidemment la place de l'enseignement en français, de la langue française et de la francophonie, avec 2 volets importants, le pôle d'excellence de la maternelle à la terminale, donc sur la partie éducative, et la partie enseignement français qui est vraiment une partie importante, le plan enseignement français qui représente un secteur majeur. Le deuxième axe, j'en parle rapidement parce que on n'en a pas parlé directement, mais cette transversalité qu'il y a au niveau des secteurs au sein d'un institut comme l'Institut français d'Israël, mais je pense que c'est un peu pareil dans d'autres instituts, c'est évidemment tout ce qui concerne l'enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que évidemment, on a évidemment ce volet de renforcer l'image et l'attractivité de la France et de faire en sorte que la France soit plus une terre d'accueil pour les étudiants israéliens. Et on essaye de coordonner, je dirais, l'apprentissage de la langue pour ces étudiants qui partiraient vers la France. Simplement une brève présentation, je dirais, du réseau Institut français. Donc, on a effectivement à Tel Aviv la partie centrale de l'Institut français, mais également 2 antennes, une à Haïfa, une à Nazareth, et 9 annexes. Donc, les annexes sont finalement des endroits où interviennent des professeurs de l'Institut français, mais ce ne sont pas nos locaux, donc c'est dans des partenaires, et ça, je crois que c'est fort utile d'avoir cette présence également dans des institutions partenaires. Au niveau des ressources humaines, ce sont les ressources humaines qui font que l'Institut français, par ses cours, est reconnu au niveau d'Israël comme étant une institution de qualité. Nous avons un excellent directeur des cours qui, je crois, est présent, je l'ai vu dans le chat, mais également une responsable pédagogique très, très active et une équipe derrière de 35 enseignants, donc sur l'ensemble du réseau, sur les trois pôles, et une partie plus technique. Évidemment, une médiathèque à Tel Aviv et puis ensuite des petites médiathèques au niveau de Haïfa qui sont plus des médiathèques de l'apprenant, donc directement connectées avec le pôle enseignement français, du français. Ensuite, au niveau des services offerts, donc vous l'avez, il y a tout niveau, il y a des cours pour adolescents et même pour des très petits en fait. Il y a du français sur objectifs spécifiques et puis il y a toutes les certifications, mais je crois que tout le monde a à peu près le même dispositif. Et effectivement, on est, suite à cette crise du Covid, allé vers un enseignement en présentiel et à distance. Donc là, j'y reviendrai tout à l'heure. Les priorités d'action que l'on a mises en place, enfin qui ont été mises en place à l'issue pendant la crise, c'était effectivement un peu comme l'ensemble du réseau, mettre en place un enseignement à distance et être très réactif. Donc, on a utilisé, comme beaucoup, les licences Zoom. J'ai vu que dans le chat également, beaucoup reprenaient ce point-là. C'est un point important parce qu'il faut acheter des licences, parce qu'il faut les négocier. Et je pense que la force de notre réseau, c'est justement d'être tous avec les mêmes problématiques. Et la négociation, à mon avis, devrait être une négociation globale, de façon à avoir les prix les plus bas possibles. Pour l'instant, nous n'avons pas réussi à négocier un tarif, mais nous n'avons pas fait le choix de prendre un abonnement annuel. Il a fallu évidemment repenser la méthode, le dispositif numérique, avec l'articulation curriculaire, avec les contenus, bien évidemment tout l'aspect pédagogique. Bien sûr, ça a été un énorme travail.
je tiens à féliciter aussi les enseignants parce que je pense que l'équipe enseignante a fait un énorme travail. Je le vois également dans le réseau de nos écoles françaises ici en Israël. On a l'impression que ce n'est pas beaucoup plus de travail qu'un enseignement en présentiel. Eh bien, je peux vous dire que c'est beaucoup d'heures de travail et une obligation finalement de se mettre à niveau sur plein d'aspects, évidemment les problèmes techniques, mais également sur les aspects pédagogiques. Adapter les tarifs, donc ça on en a déjà parlé, donc on a fait le choix, et c'est un choix qui est un peu local, de mettre en place des tarifs attractifs et de montrer que finalement, lorsqu'on a basculé d'un système en présentiel vers un système à distance, eh bien, on a proposé une réduction et qui est allée jusqu'à moins 19% du tarif standard. Donc, c'est quand même un effort conséquent. Ça veut dire qu'également, on est obligé d'augmenter quand même pour compenser cette réduction, on est obligé d'augmenter le nombre d'apprenants par classe. Il a fallu mobiliser évidemment les secrétariats. C'est aussi un gros travail administratif. Et là, je pense qu'il faut féliciter aussi les équipes administratives parce que, je dirais, elles ont été largement mobilisées sur la relance au niveau téléphonique, sur la présentation et la capacité à présenter cette offre en ligne qui est différente de ce qu'on peut faire lorsqu'on est en présentiel. Et l'autre point, mais qui a été largement présenté par les collègues, c'est évidemment repenser complètement nos actions de communication, qui est évidemment complètement recentré sur les réseaux sociaux. Nous avions l'habitude, à Tel Aviv en particulier, dans les grandes villes d'Israël, de communiquer en utilisant le réseau d'affichage de JC2Co, par exemple, avec des affiches qui étaient un peu partout dans la ville pour nos différentes campagnes. Eh bien, évidemment, quand on est en confinement, ce système-là ne marche plus. Alors, rapidement, les difficultés, mais je crois que je reviens sur des choses qui ont déjà été dites, bien sûr, des difficultés techniques, bien sûr, l'équipement des enseignants, parce que lorsqu'on dit aux 35 enseignants de faire des cours à distance, il faut effectivement parfois les équiper, leur donner à disposition un ordinateur et parfois juste une caméra. Donc là, c'est une problématique effectivement qu'il a fallu résoudre. Des difficultés au niveau méthodologique, bien sûr. L'interaction entre l'enseignant et l'apprenant n'est plus la même. Et puis le volet marketing des cours, qui est vraiment un volet sur lequel j'aimerais qu'on puisse, avec l'Institut français Paris, réfléchir. J'y reviendrai tout à l'heure. Je crois qu'il y a des collègues, j'ai entendu la présentation du Brésil, par exemple, où il y a déjà des réflexions qui sont vraiment très avancées. Et ça, je me réjouis de pouvoir interagir avec ces collègues pour aller de l'avant sur ce volet-là. Alors, évidemment, au niveau de la gestion des cours, donc rapidement, a été mis en place et de façon renforcée, je dirais, un point hebdomadaire avec les enseignants, évidemment en lien direct avec la démarche qualité. Donc, je souhaite également que l'Institut français d'Israël s'oriente vers cette démarche qualité, puisse, avec l'Institut français Paris, mettre en place cette démarche qualité au sein de l'Institut. Donc, on verra tout à l'heure, et ça fera partie tout à l'heure de ma dernière slide, de partager les bonnes pratiques, bien sûr. On avait fait le choix, avant la crise du Covid, d'avoir une offre hybride, donc une méthode d'enseignement qui permettait finalement d'allier le présentiel, mais avec un outil numérique. Ça permettait finalement aux enseignants et aux apprenants de rester connectés sur une plateforme. Donc ça, je trouve que c'était intéressant. Et ça a permis, après effectivement quelques interventions au niveau technique, parce que ce n'était pas très simple au départ d'interconnecter les plateformes, mais on a réussi à connecter la plateforme qu'on utilisait avant le Covid avec Zoom, qui était utilisé pour l'enseignement à distance. Donc ça a permis cette interaction entre les plateformes. Et puis, et ça j'y tiens vraiment beaucoup, c'est vraiment la formation. C'est vrai pour les cours de français, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Institut français. Je trouve que l'Institut français Paris propose énormément de formation à l'ensemble du personnel. Je trouve que cette crise du Covid nous a permis aussi, je dirais, de pouvoir faire ces formations à distance. Et surtout, point très essentiel pour moi, on a beaucoup d'agents de droit locaux ici, comme partout dans le réseau, permis aussi de leur donner accès à ces formations également. Donc ça vraiment, je trouve que c'est
c'est à signaler. Et on a beaucoup plus de formations finalement que par le passé, beaucoup plus de personnes qui en bénéficient grâce à l'outil numérique. Et donc, avec l'équipe pédagogique et le directeur des cours, donc on a mis en place ce vaste plan de formation qui fait suite d'ailleurs à un redéploiement de bourses qui ne seront pas utilisées pour cause, redéploiement de ces crédits-là vers de la formation des enseignants en utilisant le CLA de Besançon et le CAVILAM de Vichy. Voilà, donc communication, ça c'est un point très important partout dans le monde, mais particulièrement en Israël. Il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux, les Israéliens sont très présents et nous avions une problématique que vous n'avez peut-être pas forcément partout ailleurs, c'est le besoin d'utiliser 2 langues, l'hébreu bien sûr, mais aussi l'arabe pour toucher les communautés dans le nord d'Israël et permettre finalement d'offrir, de faire cette offre de français vers ces communautés-là. Donc, on est allé sur une communication extrêmement réactive, exclusivement digitale, avec, lors de la campagne, la dernière campagne, 300 leads qui ont été engrangés. Donc, ça a permis effectivement de toucher des personnes avec une offre qui était valable sur l'ensemble du pays, de toucher des personnes, je dirais, distantes des centres classiques de formation. Donc ça, c'est extrêmement important et de leur permettre d'avoir cet enseignement en ligne. Ça nous a permis aussi de toucher de nouveaux publics et un public qui est plus jeune également. Donc, c'est également un volet très important pour nous. Alors, juste un petit passage un petit peu plus rafraîchissant, c'est notre campagne d'été et les visuels de cette campagne d'été, juste pour vous donner un petit peu un aperçu des campagnes de communication en Israël qui marchent vraiment plutôt bien. Et il y a également un lien vers un petit clip vidéo que vous pourrez regarder. Je crois qu'il sera sur le chat. Vous pourrez cliquer dessus pour voir un petit peu le type d'outil que l'on a utilisé. Voilà, et pour conclure, évidemment sur les bonnes pratiques, mais également les besoins au niveau de l'Institut français d'Israël. Bonnes pratiques, bien sûr, c'est peut-être cette offre hybride que l'on avait au départ avec du numérique et du présentiel, ce choix que l'on a fait et qu'on a connecté à la plateforme. Maintenant, il faut effectivement faire vivre ce choix-là. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a actuellement une reprise en présentiel au niveau de l'Institut français. L'Institut français a réouvert début mai de façon progressive et depuis le 1er juin, à peu près l'ensemble des personnels sont effectivement dans l'Institut français et on a effectivement un pourcentage à peu près de 50% de personnes qui ont souhaité revenir dans les locaux de l'Institut français pour suivre des cours. La formation, un point très important, me semble-t-il, la formation des formateurs, évidemment, aux outils du numérique, mais également à une nouvelle pédagogie. Le volet communication, que l'on a adapté extrêmement rapidement. La partie marketing des cours qui est là, mais qui mériterait d'être améliorée. J'en reparle dans la deuxième partie. Et puis, faire en sorte qu'on élargisse le public et que l'on touche un public sur l'ensemble du territoire israélien. Voilà, et sur les besoins, effectivement, si l'Institut français effectivement met en place cette plateforme commune pour le partage des ressources, bien évidemment, c'est pour nous quelque chose de très important. Faire en sorte aussi que l'on puisse disposer d'un catalogue et d'une offre globale un peu sur le partage des cours. Je reviens aussi sur un autre point de tout à l'heure, c'est tous les points de négociation en termes de tarifs sur je dirais sur les offres de plateformes comme la plateforme Zoom. Nous accompagner également sur la démarche qualité, donc on souhaite vraiment s'engager dans cette démarche-là. Donc une personne de l'équipe est partie effectivement au stage de Tunis et on aimerait mettre en place assez rapidement une mission de conseil. Alors est-ce qu'elle sera en présentiel ou en virtuel, je ne sais pas, mais je pense que dans ce domaine-là, c'est quand même bien aussi d'être présent sur le terrain et de voir les différentes configurations des instituts en Israël. Ensuite, le volet marketing des cours, je crois que là, on aura sûrement besoin, et je l'ai entendu de certains collègues, effectivement, d'avoir un logiciel de gestion pour nous aider et également de former le personnel. On a besoin d'avoir un personnel
qui est formé à la vente des cours et en plus à la vente des cours d'un nouveau produit, d'un produit en ligne. Et ça rejoint le dernier point, c'est vraiment comment vendre finalement ces nouveaux produits. Je pense que ce serait utile d'avoir certainement un séminaire de réflexion et de formation sur ce volet. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci beaucoup, Paul. Merci Jean-Jacques, merci beaucoup pour ton intervention. Nous retiendrons, c'est toujours très intéressant aussi d'avoir un point de vue, la vision du COCAC qui est extrêmement importante pour l'ensemble des acteurs au niveau terrain. Tu as bien rappelé les priorités du poste et du plan d'action que vous avez pu mettre en place avec ton équipe. On a particulièrement bien entendu les différents points pour l'Institut français et c'est d'ailleurs l'objet aussi de ce webinaire. C'est de voir de quelle manière nous pouvons continuer de travailler ensemble, que ce soit autour, ça a déjà été évoqué, mais tu l'as repris, autour d'une offre hybride, en termes de formation, de professionnalisation, c'est des points extrêmement importants. Nous avons déjà pas mal entamé notre webinaire. C'est bien naturel, c'est le premier webinaire de lancement. Il semble important de prendre le temps nécessaire, effectivement, pour relayer vos questions. Beaucoup de questions extrêmement variées. J'appelle peut-être les différents intervenants à activer votre vidéo, ce qui nous permettra de dialoguer, de répondre en fait aux différentes questions qui se posent. Une question, par exemple, autour des outils marketing qui ont été les plus efficaces. C'était plutôt pour Stéphane, il me semble. Donc, des réponses courtes. Oui, disons que nous, ceux qui ont fonctionné pour nous, ça a été les ateliers, et parce que d'abord, ils étaient gratuits. Donc, ça nous a permis d'occuper le terrain. Maintenant, ils ont été gratuits parce que nos enseignants étaient obligatoirement de toute façon payés. Donc, ils étaient en heures de développement pédagogique, quelques heures d'enseignement, mais donc on les a aussi mis… ils se sont penchés aussi sur ces ateliers. Donc, voilà. Donc, on a pu le faire, ça ne nous a rien coûté en plus et surtout, ça a eu un impact, comme je l'ai dit, extrêmement important puisque c'est plus de 2400 inscriptions et 809 personnes différentes qui sont venues dans ces ateliers. D'accord. Une question peut-être pour Élodie, en termes de cours, tu parlais de cours à distance, une question qui suivait en termes de, est-ce que tu voyais ça comme solution provisoire avant de revenir au présentiel ou plutôt déjà, du coup, et suite peut-être aux différentes interventions, tu vois ça plutôt comme une solution maintenant à long terme complémentaire et de quelle manière tu souhaiterais la mettre en place? Oui, on a effectivement, on a comme volonté de pérenniser l'offre de cours à distance parce qu'on a vraiment l'intuition qu'elle répond à une demande à Chypre, avec donc des questions que d'autres personnes, j'ai vu, peuvent se poser, à savoir voilà, la question de la professionnalisation des enseignants. Alors, on a été accompagné par le CAVILAM, les enseignants de l'Institut et des Alliances ont pu suivre un séminaire, mais voilà comment est-ce qu'on accompagne effectivement ces cours à distance. J'ai vu qu'il y avait des questions sur les tarifs, en fait. Est-ce que les cours à distance, on les met au même prix que les cours en présentiel? Enfin, voilà, ça pose c'est des questions qu'on se pose également. Et c'est ce que je disais, là, on est vraiment, je dirais qu'on est encore, nous, dans la gestion de la crise et on n'a pas encore eu le temps vraiment de se poser pour voir comment structurer cette offre dont on espère effectivement qu'elle se pérennisera. D'accord. Alors, toujours sur l'offre de cours en ligne, peut-être sur l'expérience au Brésil, Peggy, comment faire pour gérer des cours en ligne au niveau national? Comment tu as pu mettre tout ce travail en ordre de marche? Et d'ailleurs, c'est peut-être pas terminé. Non, c'est pas terminé. On est en pleine réflexion. C'est vrai que on devait faire un passage progressif et les classes virtuelles étaient plutôt prévues à partir du mois d'août. Donc là, avec la Covid, ça a accéléré. Et c'est vrai que notre groupe de travail offre numérique planche vraiment sur ces questions parce que se pose notamment justement la question de la concurrence aussi en interne au réseau. Puisqu'à partir du moment où on n'a plus on va dire, ce n'est plus rattaché à une alliance en particulier, ça veut dire que le public peut être assez volatile. Donc, on est en train d'organiser tout cela.
de s'organiser en interne et puis aussi de pouvoir s'organiser, d'où l'étude de marché, pour la concurrence externe. Parce que malgré tout, même si on se doit, nous, de protéger notre réseau en interne, il faut qu'on soit vraiment concurrentiel par rapport à une offre externe. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Cette concurrence qui a été largement relayée aujourd'hui dans le chat, hein, c'est une préoccupation majeure, toute naturelle, entre notre double dispositif de réseau Alliance française, Institut français, chacun développant aussi un peu dans l'urgence, dans un premier temps, ces cours en ligne. Comment vous percevez cette concurrence? Comment vous l'appréhendez et quelles réponses on pourrait apporter? Nous, au Brésil, ce qu'on a vu arriver qui est assez… On peut avoir une concurrence internationale également. Oui, qui est récent, c'est en fait la place des influenceurs. C'est-à-dire que progressivement, les influenceurs qui, il y a encore quelques mois, n'étaient pas des concurrents, ont pris le créneau justement d'offrir des cours de français. Voilà, et donc ça, c'est un nouveau marché qui s'est développé, mais vraiment de façon très, très rapide et qui sont vraiment personnifiés. C'est ça aussi qui est assez intéressant et qui nous pose question. Et bon, nous, au niveau du réseau, en même temps, on ne peut pas personnifier autour de… Donc, ces cours en ligne, mais c'est quand même intéressant de suivre aussi cette évolution. Oui, Stéphane, tu souhaites intervenir également? Oui, moi, ce que je voudrais faire remarquer, c'est l'analyse que l'on a faite qui montre que les personnes qui sont venues suivre nos cours sont en fait des personnes qui étaient soit de Shanghai, soit avec un lien avec l'Alliance. C'est-à-dire, ils étaient peut-être partis dans leur province, mais ont étudié à Shanghai, sont venus peut-être à l'Alliance. En tout cas, ils ont un lien avec la ville. Et j'ai pas l'impression que les gens vont prendre très très loin, et il y a des collègues qui visiblement ont aussi dit qu'ils ont des gens de la diaspora qui sont venus s'inscrire dans leurs cours parce que, voilà, alors qu'ils sont à l'étranger. Et nous, ceux qui sont venus de l'étranger, il y a beaucoup d'offres en Europe et pourtant ils sont venus en Chine, à Shanghai, suivre les cours parce qu'ils sont de Shanghai. Donc je pense que je suis pas certain qu'on a beaucoup à craindre à ce niveau-là. La concurrence, elle est plutôt à craindre de l'environnement autour. Là, par contre, on a des concurrents dans ce domaine-là, mais on a la chance d'avoir justement notre plateforme en présentiel et notre réputation, et ce que les autres n'auront pas. Donc voilà, c'est ce que je pense. Donc je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup à craindre entre nous. La crainte, elle est plutôt à l'extérieur, plutôt travailler sur des chartes graphiques, sur des qualités. C'est plutôt ce qu'on a à faire, à mon avis. Ok. Jean-Jacques, oui, sur ce terrain de la diaspora. Diaspora, effectivement, donc on s'est aperçu qu'effectivement il y avait pas mal de personnes qui finalement utilisaient l'offre de cours que l'on propose. C'est aussi une chance, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui traditionnellement n'étaient pas forcément orientés vers ce que propose l'Institut français. Par exemple, l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est quand même une université tout premier plan. Et finalement, cette crise où finalement l'enseignement se fait plutôt à distance, eh bien, nous a permis d'aller vers des partenaires de ce type-là et de conquérir des marchés au niveau d'Israël, en tout cas. Et je crois que je rejoins Stéphane. Voilà, je pense qu'il y a vraiment la qualité de l'offre d'enseignement, la réputation, il y a la connaissance du terrain. Il y a également tous les outils de communication qui fait que voilà, on arrive à percer au niveau du pays, et c'est pas exactement ce que pourrait faire une offre concurrente qui viendrait de Londres ou de Paris ou n'importe où. Donc je pense que c'est vraiment cette position sur le terrain qui, même pour de l'enseignement à distance, peut être extrêmement importante. Le fait que il faut communiquer en hébreu, il faut communiquer en arabe. Donc je dirais quelqu'un qui a une offre depuis Paris ne le fait pas forcément et ne peut pas toucher forcément tout le monde. Merci. Une dernière question, peut-être, permettra de donner un mot de conclusion également lors de cette dernière question qui nous a été posée. Le Covid, au final, a fait perdre des heures enseignées ou fait gagner des nouveaux clients? Alors je veux bien prendre la parole. Nous, on l'a chiffré à peu près à 23% de pertes au niveau du budget. Je pense que ça nous a permis de grandir. Donc, je crois que quelqu'un l'a dit dans les intervenants, ça nous a permis vraiment de reposer
les choses sur la table et de repenser l'ensemble de l'offre. Et je pense qu'on va vers une offre qui sera présentielle. On aura vraiment quelque chose d'hybride, quelque chose de présentiel et de virtuel. Ça nous permet d'aller vers de nouveaux publics. Ça nous permet aussi d'accompagner des publics qu'on n'avait pas la capacité d'accompagner parce que nos salles de cours sont ici, en plein centre de Tel Aviv, dans un lieu qui est sûrement extraordinaire, mais qui est quand même inaccessible lorsqu'on a une voiture. Donc, vous voyez, ça permet, je le disais aussi, pour les étudiants qui partent en France, ça permet, lorsqu'ils sont à Beersheva ou dans d'autres villes, de pouvoir, en ligne, se former avant de partir pour la France. Donc, c'est plutôt pour moi positif et je pense qu'on va réussir au fil des mois, réussir à combler ce gap de 23% qu'on a estimé à 23%. Peggy, peut-être? Oui, nous déjà, c'était l'idée quand même avant la crise. Donc la crise a vraiment accéléré et a fait une marche forcée, mais plutôt positive. Ça va nous permettre justement toute cette offre, le développement de cette offre à distance, de toucher quand même des zones auxquelles on n'a pas accès pour le moment, même si on a un réseau très étendu. Donc non, c'est un défi très positif pour nous de continuer d'avoir un maillage à travers le distanciel et de pouvoir occuper encore plus largement tout le Brésil. Élodie et Stéphane. Oui, à Chypre, effectivement, on a eu une petite perte du nombre d'apprenants, mais je rejoins ce qu'ont dit les deux intervenants précédents, à savoir qu'effectivement, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, puisque voilà, ça nous a permis d'aller plus vite vers le changement, vers le distanciel. Je dirais aussi qu'on a eu une perte parce qu'en fait, l'offre en ligne n'est pas la même que l'offre en présentiel, dans la mesure où en fait on avait des cours intensifs par exemple l'été de 4 heures tous les matins et on peut pas se permettre de reproduire à l'identique le volume horaire à distance. Donc c'est vrai qu'on a fait des offres moins denses en termes d'heures de cours vendues et donc en termes de financiers aussi, voilà. Donc mais voilà, bon, je pense qu'on on a réagi et de toute façon, ça, c'est positif. Voilà pour moi. Oui, alors pour Shanghai, je dirais qu'effectivement, on a eu moins de personnes durant la crise, c'est clair, et moins de volume, simplement parce que notre capacité d'enseignement a diminué de 30%, donc on ne pouvait pas de toute façon offrir plus. Par contre, je pense aussi que l'enseignement en ligne, et on l'a abordé tout à l'heure, on ne touche pas, on ne fait pas des classes de 20 en ligne. Moi, je pense qu'il faut se limiter. Donc, nous, on a fait le choix de limiter à 12. Donc, ça a de toute façon un impact. Par contre, sur le moyen terme, on est à peu près persuadé qu'on va monter en capacité. Et effectivement, comme disait le collègue, certainement arriver à couvrir les dépenses, les pertes qui se sont accumulées pendant cette période-là, les récupérer après. Et nous, c'était l'enjeu, puisque de toute façon, on ne pouvait pas faire ce que l'on faisait avant la crise. On n'a pas le personnel et on n'a pas l'enseignement en ligne ne nous le permettait pas. Donc, de toute façon, voilà. Mais je pense qu'on va sortir gagnant de cette crise. Et ça sera donc le mot de la fin des interventions, un mot positif. Je tiens à vous remercier tous les quatre d'avoir engagé en fait ce premier volet de webinaire afin de faire remonter les problématiques terrain. Donc à la suite, comme prolongement de ce webinaire, un point très important. Alors pour les personnes qui ne sont pas encore membres de Weller, vous pouvez vous inscrire à l'adresse démarchequalité@institutfrançais.com, l'adresse qui va venir. L'un de mes collègues va vous la donner dans le chat. Sinon, comme prolongement par rapport à ce premier webinaire, nous allons poursuivre avec l'organisation de prochains webinaires sous un format particulier, c'est-à-dire avec une intervention, comme je disais, en introduction par un expert avec un livrable immédiatement opérationnel, avec en parallèle 2 interventions du réseau pour continuer aussi la dynamique et alimenter à travers le terrain cette réflexion. Sachez que sur Weller, donc vous
avez la possibilité de continuer de prolonger en fait les problématiques qui ont été abordées à travers un forum de discussion qui est à votre disposition, un chat, un forum qui est à la fois réservé, si vous le souhaitez, ou au niveau public. Vous pourrez accéder progressivement donc à cette fameuse boîte à outils que nous souhaitons mettre en place avec la Fondation Alliance Française. Vous retrouverez l'agenda avec les événements que nous organiserons chaque semaine, ainsi que la visio pour accéder au webinaire. Nous espérons pouvoir utiliser cette visio assez rapidement afin d'éviter de reprendre sur ce format de Livestorm. Voilà. Jérôme va nous indiquer maintenant la procédure pour vous sonder, parce que les prochains webinaires, c'est vous qui avez la parole également par rapport aux différentes problématiques que vous souhaitez aborder. Jérôme? Oui, donc on vous invite à vous connecter sur Voileur et vous trouverez un petit sondage pour choisir la thématique du prochain webinaire, donc du webinaire qui se tiendra la semaine prochaine. Donc vous allez vous être confronté à 4 thématiques qui sont toutes importantes, donc ce sera de choisir la plus importante parmi ces thématiques. Et comme l'a dit Paul, eh bien, continuez à échanger là-dessus. C'est vrai que j'avais un petit serment au cœur parce qu'on voyait énormément de questions de grande qualité qu'il n'a pas été possible de toutes les poser. Mais finalement, grâce à cet espace d'échange de Waller, vous allez pouvoir trouver des réponses, discuter avec des collègues là-dessus, ce qu'on ne pouvait pas proposer jusqu'à présent. Donc, je vous invite à continuer les discussions sur Waller et à répondre au sondage. Alors, pour des questions d'organisation, on va clôturer le sondage demain matin à 9 h. Donc, allez-y maintenant pour y répondre. Merci. 9 h, heure de Paris. Oui. Voilà. Et merci à tous pour votre présence et pour la qualité des échanges sur le chat et la qualité de vos questions qui faisaient miroir à la qualité des interventions de nos 4 personnes ici. Merci à tous les 4 d'avoir pris le temps pour préparer ce webinaire. Le dialogue était fluide et je vous en remercie. Je remercie aussi toute l'équipe et tout le pôle langue française qui a pu se mobiliser pour la préparation non seulement du webinaire, mais aussi de ce nouveau dialogue avec vous dans le réseau. Au revoir et bonne fin de journée à vous tous. Hop.